Allez. Bonjour. T'es déjà en bonne compagnie. Hein. Ouais, c'est vrai que t'es moins que toi quand même. On fait un peu la même taille. Non, Justement, on je fait pas faisais la la taille. Avec toi, t'es pas loin d'un 90 quand même. Premier round sur le Bobo Playground. Bourgeois moyen. Alors nous sommes chez Stéphanie et Béa, nos hôtes qui vont surveiller qu'on raconte pas de bêtises quand même. Et figure-toi qu'elles t'ont connu en première partie de Barcella, qui est un peu le héros local, Absolument. où tu as joué en 2009. À la cartonnerie. Absolument, je m'en souviens très bien. Alors dans l'excellent, bien sûr, podcast que tu as récemment mis en ligne, Alexis HK par Le Menu, tu donnes trois qualificatifs pour Bobo Playground: amusé, conscient et reconnaissant. Tu maintiens ? Oui, je maintiens, oui, tout à fait. Je pense que j'avais bien résumé. Bon, il y a un truc quand même avec Alexis HK sur scène, hein, et certains attendent, dont je peux faire partie, avec impatience, les entre-morceaux. Alors comment tu vis ça ? Parce que tu le sais, je pense, parce que tes chansons, bon, moi, elles me touchent, elles touchent beaucoup de gens, etc. Mais les entre-morceaux, c'est des moments d'anthologie quand même. Anthologie, je sais pas, oui, mais c'est vrai que j'ai toujours pris le temps d'établir un contact avec le public et de raconter beaucoup de bêtises d'ailleurs entre les chansons. Mais tout ça, ça va ensemble, c'est-à-dire il faut que ça essaye de se compléter. Bon, bah, s'il y a des gens qui attendent plus les entre-chansons que les chansons, de toute façon, aujourd'hui, on est dans une époque où voilà, vous pouvez tout attendre de quelque chose, même d'un chanteur, vous pouvez attendre qu'il chante pas. Si je me mettais à danser, je pense que ça ferait un truc de malade aussi. Mais ça se tente. Hein. mais ça se tente, mais c'est un peu de boulot, surtout dans mon cas. Mais oui, ça fait partie. Ça fait partie du contact que pour moi tout chanteur doit établir sur scène. Mais si on enlève les chansons, ça enlève quand même quelque chose, je pense. Faut que le public reparte avec avec tout un ensemble de choses. Puis après, il prend ce qu'il aime, quoi. S'il repart en disant j'ai préféré les autres chansons. Non, je dis pas ça, mais c'est vraiment délicieux. C'est-à-dire que tu ne te contentes pas de dire salut Reims, comment ça va. Non, mais ça, Voilà. mais c'est parce que je me fais un principe de ne pas dire salut Reims, comment ça va. Vous allez voir ce soir, il va commencer en disant salut Reims, je le vois dans tes yeux. Je le vois dans tes yeux. Tu me connais mieux que moi-même. Non, moi, quand je vais voir un chanteur, en tout cas, quelle que soit la façon dont il fait contact avec moi, j'ai envie de rencontrer quelqu'un. Donc il peut me raconter des conneries entre les chansons, il peut faire des entre-morceaux musicaux où lui se met à bouger de manière psychédélique, il peut faire tout ce qu'il veut, mais par contre, j'ai pas envie d'entendre son album et qu'entre deux chansons, il me demande si ça va. Non, ça va pas. Ça va pas parce que ton album, je l'ai écouté à la maison et que si tu viens pas me donner un petit supplément d'âme par rapport à ton album, il va me manquer quelque chose. Mais des fois, ça tient à rien, hein, ce petit supplément d'âme. Ça veut pas dire qu'on est obligé de parler, ça veut pas dire qu'on est obligé de... Mais il faut un supplément d'âme. Et moi, je pense que mon supplément d'âme, c'est de guider le public à travers ces chansons qui, pour certaines, sont un peu alambiquées. Il y a trois façons pour le public de réagir à ce qu'un chanteur donne. C'est le rire, le silence et les applaudissements. Qu'est-ce que tu préfères des trois ? Quand j'obtiens un bon éclat de rire, je suis quand même très content. Et j'avoue que c'est un partage, un éclat de rire d'un public. C'est vraiment, ça envoie vraiment une vibration particulière. Les applaudissements, pour moi, c'est plus un signal en fait de dire bon bah merci, on passe à la suite, c'était bien, mais maintenant c'est quoi la suite ? Donc c'est hyper agréable quand il y a des applaudissements super nourris à la fin pour dire merci quoi. Et c'était quoi ton troisième ? Le silence. Et le silence, oui, l'écoute. L'écoute, moi, c'est vrai que je suis assez surpris, en tout cas dans mes concerts. Donc, certains viennent me voir après en disant « T'as vu comme le public était sage ?» Mais moi, je le prends comme un honneur d'être écouté pendant 1h30 par un public où on n'entend pas une mouche voler jusqu'à vraiment la fin du morceau, la fin du concert. Et je trouve que c'est un grand honneur que nous fait un public à nous écouter. L'écoute, l'attention, c'est ce qu'on a de
le plus de mal à mobiliser aujourd'hui. Demander à un public d'applaudir sur un rythme, c'est très facile. Et savoir guider un public en disant bon allez maintenant, ce qui est super, hein, parce que ça met de l'ambiance, ça chauffe la salle. Mais avoir de l'écoute, en tout cas moi ce silence-là ne me gêne absolument pas, au contraire, je le vois comme quelque chose de, voilà, comme une marque comme un honneur de la part du public. Et c'était ma première ambition au tout début, quand j'ai commencé à faire des chansons. Parce que moi, je voulais pas faire de la musique, je voulais faire des chansons. Ce qui m'intéressait, c'était vraiment... si j'avais été que musicien, avec le talent musical que j'ai, je me serais pas lancé dans la musique. Je pense que je suis pas trop mauvais pour trouver des mélodies, je sais jouer un peu de guitare, mais moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment de raconter quelque chose en chanson à un public et qui m'écoute du début à la fin. Et si, entre les deux, il rigole un peu ou qu'il a une émotion, là, c'est vraiment réussi. Alors sur Bobo Playground et sur les 6 autres précédents, c'est un peu ta signature aussi. Tu alternes des titres assez sereins, pour ne pas dire calmes, et des titres au contraire très 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 enjoués. Comment on arrive à marier ça sur scène et surtout comment on arrive à faire une setlist quand on est à la tête de cet album, quoi. Il faut... Ouais, je me suis un peu creusé la tête pour savoir un peu comment ça pourrait s'enchaîner. Bon, on a essayé des trucs, hein. On a essayé une première setlist qui marchait pas du tout. Là, sur ce disque-là, on s'est dit qu'on allait partir en mode assez... un peu comme sur l'album, en fait, qu'on allait suivre un peu le mouvement de l'album, qui part quand même de quelque chose d'un peu superficiel, avec des bobos, un truc très layette, puis qui se termine avec la chanson d'un mec qui est en train de crever tout seul dans la rue. Et je me suis dit que ce déroulé-là pour le concert, c'est-à-dire cette espèce de début, dans cette espèce de faux bien-être qu'on essaie de nous vendre aujourd'hui et qui tire vers de la gravité après, ça pouvait être intéressant. Après, voilà, c'est naturel, faut que ce soit naturel, les chansons. On sait tout de suite quand ça marche pas, en fait. Et si c'est pas nous qui le voyons, c'est le public qui vient nous voir en disant ouais, j'ai pas trop compris là, ce que vous vouliez faire. Ah oui, carrément. Ouais. Comme moi, je discute pas mal avec le public après, que je vais faire des dédicaces et tout, j'en profite toujours pour parler. Je fais pas juste une signature, merci, au revoir, t'as acheté mon disque, t'es gentil. Mais généralement, le public a souvent un truc à dire après un concert. Et quand c'est un problème d'enchaînement de morceaux, de trucs, j'ai pas trop compris ce que vous foutiez là, à cet endroit-là, généralement, moi, je note tout ça précautionneusement. Est-ce que Ronchonchon, c'est obligatoire ? Ronchonchon, ça fait longtemps que je l'ai pas faite, mais là, bon, le directeur du festival m'a un peu conseillé de la faire ce soir. Il m'a dit, si je peux me permettre, je sais pas si tu t'en souviens encore, mais celle-là, j'ai l'impression que voilà, il y a pas mal de personnes qui viennent en souvenir de cette chanson. Mais j'ai un espace précis pour la faire si vraiment je dois la faire. C'est-à-dire, j'ai un endroit prévu et je sais quoi dire autour pour faire cette chanson qui est comme un chewing-gum qui me colle au pied depuis une dizaine d'années, que j'aime bien, hein, mais voilà, c'est comme toutes les vieilles chansons, on les renie pas, mais quand on peut éviter de les chanter, on évite de les chanter. Bon, surtout que celle-là, elle dégage pas spécialement une très bonne humeur, donc quand je peux l'éviter, je l'évite, mais quand on me la demande, je la fais. Le 25 janvier, tu seras sur la scène de l'Olympia. Est-ce que c'est la même chose d'être sur la scène de l'Olympia ou au Manège à Reims ? C'est pas si loin. Pour moi, c'est pas si loin. C'est-à-dire que, en tout cas, l'Olympia, il faut pas aller le faire comme tu passes ton oral de bac français, c'est-à-dire en disant c'est le moment important, et donc du coup ça va te figer, on va sentir que tu te colles un stress, une espèce de stress juste parce que c'est l'Olympia. Moi, j'ai l'impression que l'Olympia, il faut le faire comme le Manège à Reims, c'est-à-dire arriver en étant enthousiaste, chaleureux, heureux, quoi, en fait, de le faire, heureux d'être là et de partager ça avec le public. C'est ça que le public attend, en fait. Il attend une perfection, une excellence scénique, il a envie d'entendre des choses bien réalisées, bien travaillées. Mais ça, a priori, ça, c'est avant. Mais le supplément d'âme, là encore, c'est vraiment juste d'être là comme si tu étais chez toi, en fait. Comme si tu étais chez toi. Alors, tu as forcément un stress un peu supplémentaire, une émotion qui se ressent et que le public aime bien partager. Mais il ne faut pas être... il est hors de question de se dire que c'est beaucoup plus important que le Manège à Reims, quoi. C'est différent, c'est plus grand, c'est Paris. J'en fais pas 4 d'affilée, j'en fais pas tous les ans. Mais je veux dire, tous les concerts sont importants.
Alors Stéphanie qui nous accueille donc sera là ce soir au manège évidemment, et elle a une question pour toi. Alors je me fais le porte-parole. Est-ce que c'était la première fois que tu reprenais la chanson d'un autre, et pourquoi as-tu repris Partenaire particulier? Quand même. Une question qui devient très récurrente. Non, mais, c'est bizarre. Ouais. Non, mais c'est vrai que tu aurais repris, moi, je sais pas, Charles Aznavour, même un Traîné, Higelin, tout le monde aurait dit oui, bon, bah, logique. Ouais. Et Partenaire particulier. Mais je pense qu'on m'aurait demandé pourquoi quand même. Hein. On m'aurait demandé pourquoi quand même. Oui, mais... Un Higelin, ça pourrait être une excellente idée. Oui. Il y a plein de... il y a tellement de... Pour moi, bon, il y a pas de pourquoi. Quand on reprend une chanson, si on la reprend parce que c'est une chanson qu'on aime, quel que soit le style, quelle que soit l'époque, il n'y a pas de pourquoi. J'adore cette chanson depuis très longtemps, et c'est une chanson en fait qui dans ce qu'on connaît d'elle est un refrain, en fait, un refrain d'une efficacité énorme, un pont. Alors je cherche et je trouverai, et ensuite le refrain, un partenaire particulier, mais autour c'est une vraie chanson. Une chanson qui raconte quelque chose, et quelque chose de philosophique, quasi métaphysique sur... Déjà une chanson qui commence par « Je suis un être à la recherche, non pas de la vérité ». Je ne sais pas si c'est méga français, mais ça raconte quelque chose de vraiment intriguant, quoi. Et ça m'avait toujours intrigué. Je suis un être à la recherche, non pas de la vérité, mais simplement d'une aventure qui sorte un peu de la banalité. Et si on s'arrête sur cette phrase et qu'on essaye d'y réfléchir, je ne sais pas si on trouve beaucoup de réponses, mais en tout cas, on trouve beaucoup de questions. Cet homme est très sérieux quand même, dit ça. Ouais. C'est très sérieux, en fait. C'est très sérieux. Et j'adore le propos, de dire, en fait, moi, vous m'emmerdez, tout ce que je veux, c'est vivre quelque chose avec quelqu'un que je kiffe, et on s'aime, et on va vivre des choses qui vont nous sortir des carcans, qui vont nous sortir du système, en fait. Et donc, j'avais envie de la reprendre avec ma nonchalance naturelle, de mettre ma nonchalance naturelle au service de cette chanson, pour lui donner un autre éclairage qui ne remet pas du tout en question la version que tout le monde connaît, au contraire, qui rappelle que cette chanson est une vraie chanson, et en même temps tout le monde la connaît quand tu la chantes sur scène. Donc au début les gens sont surpris, ils se disent mais c'est bien cette chanson là, et quand tu arrives au refrain tu peux arrêter de chanter, c'est les gens qui le font à ta place, et ça c'est la magie d'un gros tube. Ouais. Dernière question, tu es au Charabia Festival. Charabia, c'est le nom du deuxième album de Barcella. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de ce mot, toi qui aimes les mots, Charabia? C'est joli, non? C'est hyper joli. Ça me rappelle donc l'album de Barcella, hein, qui s'appelait Charabia. Donc il a fait un rappel, lui. J'adore ce genre de ping-pong, en tout cas de reflet. Et en plus, en ce moment, j'essaie un peu d'apprendre l'italien, parce que mon fils apprend l'italien au collège, et donc je me suis dit, bah tiens, vas-y, apprends quelque chose toi aussi. Et donc, rabia, c'est la rage, quoi. Et charabia, c'est vraiment mettre les mots au service de... Tu vois, c'est la rage qui mélange les mots, et qui fait que du coup, on comprend plus rien à ce que tu dis tellement tu es en colère. Et donc oui, c'est très beau, et ça nous ramène au verbe, et ça nous ramène à la chanson, et les mots... c'est pour ça que moi je suis encore plus content de faire de la chanson aujourd'hui qu'à l'époque où c'était vraiment à la mode. J'ai l'impression que les mots, c'est ce qui nous reste entre nous. Quand on arrive à les partager, quand on arrive à s'écouter, et quand on arrive à redonner de l'importance aux mots, j'ai l'impression ça crée quelque chose ça crée un espoir, ça crée un lien, et ça nous fait sortir un peu de la violence que je trouve un peu plus forte aujourd'hui. J'ai l'impression que tout le monde a envie d'en découdre. Je sais pas, il y a une ambiance comme ça. Et dès qu'on sort de ça pour remplacer ça par des mots, en se racontant des histoires, on retrouve quelque chose, on retrouve une humanité qui nous manque peut-être un petit peu là, mais ça va revenir. Et la chanson a de la force pour ça, et Mathieu Barcella, il l'a bien compris. C'est-à-dire, il aurait pu se contenter de faire sa carrière, en fait, non mais c'est vrai, et d'avancer en chanson comme moi je le fais, sauf que lui, il a fait un festival, il a commencé petit, et puis là, ça prend de l'ampleur, et vraiment merci. Bravo et merci.